Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la réforme Omnibus adoptée donc par la Commission européenne et son impact notamment sur la CSRD. Nous en parlerons avec Jean-Baptiste Morel, responsable recherche ESG chez Arkea Asset Management. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui s'intéressera spécifiquement à la stratégie à adopter sur les marchés financiers dans un contexte qui peut poser question sur un certain nombre de points en matière de stratégie d'investissement sur les marchés financiers. Nous en parlerons avec Axel Pinon, portfolio advisor et membre du comité d'investissement de Carmignac. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur l'évolution qui concerne le dispositif LMNP avec Thaïs Castan, associé chez LEA Finance. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre et commenter ensemble la réforme Omnibus et son impact en ce qui concerne la CSRD. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Morel. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Asset Management. Alors on rappelle le contexte pour lequel on tourne cette émission. La Commission européenne a récemment adopté un ensemble de propositions qu'on appelle réforme omnibus ou paquet omnibus qui vise à simplifier la réglementation CSRD en vigueur, mais aussi à réduire la charge administrative. Vous allez pouvoir nous en parler, ce qu'on entend par la charge administrative qui autour de ces réglementations. Peut-être qu'on peut commencer par rappeler le principe de la CSRD avant d'expliquer ce qui concrètement va changer avec ce paquet omnibus. Oui, tout à fait. Alors, CSRD, c'est donc la réglementation européenne qui vise à donner les standards de reporting des entreprises sur leurs enjeux de durabilité. Bien donc, sûr. Chaque entreprise doit dire finalement quels sont les enjeux qui sont matériels pour elle, puisque d'un secteur d'activité à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes enjeux en termes de durabilité, et comment elles y répondent. Et cette réglementation-là, elle appartient, je dirais, à un ensemble de réglementations qu'a publié la Commission européenne et l'Union européenne, qui vise à mieux intégrer ces enjeux de durabilité, je dirais, dans le fonctionnement de l'économie et dans le financement de l'économie également. À côté de CSRD, vous avez SFDR, la taxonomie, CS3D, j'en passe et des meilleurs. Des réglementations qui s'appliquaient à toutes les étapes quelque part du financement et de l'activité de l'entreprise. Toutes les briques étaient en train de se mettre en place. Si je ne dis pas de bêtises, on parle de la taxonomie verte aussi au niveau européen qui définissait un certain nombre de critères. Et là, on a la réforme Omnibus qui... On parle de rétropédalage, on parle d'adaptation, on parle de quoi, Jean-Baptiste Morel ? Un peu les deux. D'accord. Un peu du rétropédalage et un peu de la simplification. Omnibus, finalement, va travailler notamment sur 3 réglementations très importantes. La taxonomie, c'est le dictionnaire de ce qui est vert et de ce qui ne l'est pas, Bien sûr. que l'on se mette d'accord sur ce qui est une activité verte. On est le même référentiel. On est le même référentiel et également les responsabilités des entreprises en termes de reporting sur ces activités-là. CSRD, on en a parlé à l'instant, et CS3D, qui est une réglementation qui porte sur le devoir de vigilance des entreprises. D'accord. Et finalement, Omnibus, ce que propose Omnibus, c'est de simplifier cette réglementation. Donc, dans certains cas, par exemple, on aura moins de critères sur la taxonomie, mais c'est également un petit peu du renoncement, notamment parce que les entreprises qui vont être concernées par ces réglementations sont en très forte diminution. On parle de 80% des entreprises en moins qui vont devoir reporter. On réduit le périmètre Exactement. En fait, c'est le seuil, notamment un seuil en nombre de salariés qui est augmenté, passant de 250 à 1000 salariés. Et puis, à côté de cela, on va aussi simplifier la charge administrative. C'est ce qu'on disait à l'instant, notamment en termes d'explication. Donc, le nombre de points de données de la taxonomie est diminué, des détails d'explication sur ce qui est matériel ou pas vont aussi être allégés, etc. etc. Est-ce que la réglementation telle qu'elle était conçue jusqu'à présent était trop lourde ou est-ce qu'on est tout simplement dans un contexte où l'ESG a moins le vent en poupe au niveau européen ? Là encore, un petit peu des deux. Effectivement, la réglementation était
très complexe, certainement trop complexe. D'ailleurs, on en avait parlé sur ce plateau au mois de septembre, que la Commission européenne à l'époque avait mis en garde des pays qui avaient refusé de transposer la directive CSRD. La France l'a transposée et aujourd'hui, les entreprises françaises sont en train de publier leur rapport lié à CSRD. Bien sûr. Mais il y a de très nombreux pays, dont l'Allemagne par exemple, qui avaient refusé finalement de transposer cette directive. Donc on voit bien qu'on avait un problème de complexité de réglementation. Et en même temps, les enjeux ESG, d'une certaine manière, étaient devenus, les enjeux de durabilité, un problème de conformité où il fallait cocher des cases et on avait un petit peu perdu le sens de ce pourquoi on faisait ces rapports, pourquoi on travaillait sur ces sujets-là. Donc, il y a une sorte de constat d'échec de la réglementation et ce rétropédalage, en tout cas ces évolutions, c'est une réaction de la Commission face à l'échec de cette réglementation-là. Parce qu'on n'a pas réussi à emmener tous les pays ou les entreprises au sein des pays vers cette volonté avec les outils juridiques qui ont été mis en place jusqu'à présent, c'est ça ? Alors d'une part, c'était trop compliqué. Ouais. Et après, il y a aussi effectivement une question de moment où d'environnement ambiant, géopolitique même, où on a l'impression que il y a moins d'importance à aller sur ces enjeux d'environnement ou ces enjeux de durabilité au sens large. Alors même que ça reste des enjeux qui sont extrêmement d'actualité. Ce que demande CSRD, c'est simplement aux entreprises d'expliquer à quel point ces enjeux sont matériels et comment est-ce qu'ils vont y répondre. Donc c'est extrêmement structurant et pour les entreprises et pour les investisseurs que nous sommes. Mais alors, je repose ma question un peu différemment pour que les gens, parce que je pense que c'est une question que se posent beaucoup de gens, c'est qu'on a eu la taxonomie européenne, SFDR, CSRD, d'autres également. On avait l'impression qu'on allait enfin arriver à une construction un peu globale, parce que pendant longtemps, on a entendu des experts nous dire qu'il manquait des trous dans la raquette. Là, on a tout. On rétropédale effectivement un petit peu sur la taxonomie et sur taxonomie verte et sur CSRD. Est-ce que ça veut dire que ça va appeler d'autres rétropédalages ou au contraire, là, ça va fluidifier potentiellement un fonctionnement ESG au niveau européen ? Alors, d'une part, au-delà du rétropédalage, il y a une question de timing. C'est-à-dire que si on prend les réglementations dont on parle, entre le moment où elles ont été proposées par la Commission et le moment où elles ont été adoptées, il y a eu 2 ans qui se sont écoulés. Ensuite, CSRD, ce que dit CSRD dans ce que propose la Commission avec Omnibus, c'est 2 ans de plus pour mettre en place des reporting. Donc ce temps-là, on ne le regagnera jamais. D'accord, donc on reporte. Donc on reporte. Après, il y a une réglementation dont on n'a pas encore parlé et il devrait y avoir des évolutions de cette réglementation cette année, plutôt sur la deuxième partie de l'année, c'est SFDR, c'est-à-dire les obligations des sociétés de gestion que nous sommes sur la prise en compte des enjeux de durabilité, sachant que les reportings que nous pouvons faire et la prise en compte de ces éléments dans nos fonds, ça va aussi dépendre de ce que les entreprises nous donnent. Donc si les entreprises ne donnent pas de données, nous on aura du mal à indiquer à nos clients et finalement, puisque après il y a une réglementation également dont on n'a pas parlé qui est MIF-DDA, une réglementation par laquelle les commercialisateurs, les distributeurs demandent aux clients leurs souhaits en termes de prise en compte des enjeux de durabilité. Et donc effectivement il y a une chaîne et là on voit que le premier maillon qui est certainement le maillon le plus important qui était la remontée de données des entreprises. Et la remontée de données, malheureusement ça va prendre du temps, il y aura moins d'éléments. Et puis il y a un dernier élément dont je voulais parler, c'est que finalement une des idées de CSRD, c'était que les grandes entreprises allaient nous donner des informations et qu'on aurait une sorte d'effet d'enchaînement avec des entreprises plus petites qui allaient, je dirais, s'accrocher à ces standards de place en termes de reporting afin que finalement toute l'économie ait à peu près ces mêmes standards. Là, on voit qu'on diminue la partie des entreprises les plus grandes. On va monter un seuil de millimètres qui vont reporter. Pas suffisant pour emmener... Mais on n'emmènera certainement pas les entreprises plus petites. Et on risque d'avoir un fonctionnement un petit peu à 2 vitesses entre des entreprises qui donnent beaucoup d'informations. Donc, on va pouvoir expliquer à nos clients, lorsqu'on est investisseur, quelle est la part verte qui est dans chacun des fonds en fonction des éléments donnés par les entreprises. En revanche, pour des entreprises plus petites, on aura plus de mal à le faire. Et sachant qu'en plus, on est face à des entreprises qu'on a envie de financer et qui parfois se retrouvent face, je dirais, à beaucoup de questions différentes, d'investisseurs différents. Bien sûr. Et donc, qui ont aussi un besoin de standardisation. D'accord. Donc malheureusement, on va avoir une sorte de fonctionnement un petit peu à 2 vitesses, peut-être demain, sur le fonctionnement de l'économie et le fonctionnement des fonds ESG. Mais ça veut dire quoi ? Le risque des fonds ESG, c'est de n'investir plus que dans les très très grosses entreprises ou alors de devoir être beaucoup plus investi auprès de petites entreprises parce que ce ne sera pas standardisé, puis ça dépendra d'une entreprise à l'autre ? Alors, il faudra voir comment SFDR est modifié, mais sachant qu'on demande à nos clients
quelles sont leurs préférences en termes de durabilité, est-ce qu'ils veulent de l'activité verte, le niveau de risque de durabilité, de l'investissement durable. Si les entreprises ne fournissent pas ces éléments, ce sera plus compliqué pour nous d'aller le recréer, entre guillemets, et ça pose également la question de la responsabilité de la qualité de la donnée. Est-ce que c'est la responsabilité des entreprises ou la responsabilité des sociétés de gestion qui vont devoir refaire des calculs ou en tout cas avoir leur propre modèle qui permet de s'assurer du caractère vert ou durable des entreprises. Bref, ça ne facilite pas l'investissement. Ça ne facilite pas. On avait besoin de simplification dans la réglementation. Je pense que tout le monde était d'accord de ce point de vue-là. Après, au-delà de la simplification, il y a aussi une partie de rétropédalage dans ce qui est proposé aujourd'hui par la Commission et qui n'est pas encore adopté. Donc il y a encore tout un chemin législatif à suivre. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable recherche ESG chez Arkea Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Quelle stratégie sur les marchés financiers? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Axel Pinon. Bonjour Axel Pinon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes portfolio advisor et membre du comité d'investissement chez Carmignac. Alors, on se pose un certain nombre de questions en matière d'investissement sur les marchés financiers, investissement long pour des particuliers notamment. À commencer peut-être par ce qui se passe sur les marchés américains. On a vu des marchés américains, alors qui portent quand même une croissance depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, qui ont connu une euphorie, notamment au moment de l'élection de Donald Trump. Et là, on sent que ça commence à marquer un petit peu le pas, que ce soit sur les valeurs technologiques, qui sont les premières en tête, mais même de manière plus générale sur les marchés américains. Comment est-ce qu'on analyse l'investissement sur les marchés financiers américains, Axel Pinon, en ce début du mois de mars ? Oui, on est dans une situation qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs années, où on a cet exceptionnalisme américain dont on a parlé depuis presque une décennie maintenant, que ce soit en termes de croissance ou de marché boursier, qui commence à s'effriter. Le paradoxe, c'est que Donald Trump a été élu sur Make America Great Again, et en fait, il est derrière l'effritement de cet exceptionnalisme américain. Alors, les causes de cet effritement sont multiples. Il y a d'abord toute l'incertitude. On est face à un jour une annonce, et donc ça se ressent. Et non pas un jour une action, une annonce, on ne sait pas ce que ça donne derrière. Mais exactement. Et donc on le voit que ça pèse sur le moral des particuliers aux États-Unis, le moral des entreprises, et ça commence à se ressentir dans les chiffres macroéconomiques des États-Unis. En parallèle, il avait deux volets de réformes. Un volet très pro-croissance avec des baisses d'impôts, avec la déréglementation, et un volet plutôt stagflationniste avec d'un côté la régulation de l'immigration, de l'autre tout ce qui est lié au département pour l'efficacité gouvernementale, donc baisse des dépenses budgétaires, et puis les barrières douanières. Et ce qui se passe, c'est que dans la séquence, aujourd'hui, on a plutôt le volet stagflationniste en premier, plutôt que le volet pro-croissance. D'accord. Et donc là aussi, ça pèse à cet exceptionnalisme américain où tout le monde commence à craindre un scénario de stagflation qui serait un petit peu horrible pour les États-Unis. Ça veut dire que le moral des dirigeants, les entreprises sont un petit peu en questionnement à l'heure actuelle et ça se ressent donc au niveau des investisseurs. Ça se ressent sur le moral des entreprises, sur le moral des consommateurs et sur le moral global. Quand on regarde les indices d'incertitude économique aux États-Unis, on atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis la période mars-avril 2020. D'accord. Donc il faut quand même faire la comparatif où on était dans le flou total. Ouais. On se remet dans cette situation-là. Et donc forcément, pour les investisseurs, ça pèse parce qu'on était à un niveau de valorisation qui était très élevé sur les marchés américains au mois de janvier. Et donc, on a d'un côté des valorisations élevées et de l'autre, le mur des incertitudes qui ne fait que monter. En plus de Trump, on a eu cette fameuse annonce de DeepSeek en Chine, bien sûr, qui a été un rappel pour tout le monde que oui, les États-Unis ne sont peut-être pas les seuls à innover en matière de technologie. Bien sûr, il y a aussi les Chinois qui sont là. Et donc ça aussi, ça a été un rappel de plus. Et puis on en reparlera peut-être, mais il y a la situation européenne qui, elle aussi, est en train d'évoluer. Et donc qui fait que cet exceptionnalisme américain perd un petit peu de sa valeur et pourrait être mis entre parenthèses pour les prochains mois à venir.
Avant de parler de l'Europe, le sujet droit de douane, alors effectivement, on est plus dans l'ordre de l'annonce, même si effectivement certains commencent à entrer en vigueur ou vont entrer en vigueur d'ici quelques heures. Il y a le sujet géopolitique avec les États-Unis que je mets au sens large, puisqu'il n'y a pas que le sujet Ukraine-Russie, mais il y a le sujet géopolitique et la manière de Donald Trump de faire de la géopolitique. Est-ce que ça a un impact sur les marchés également ? Est-ce que c'est regardé par les investisseurs ? Ou là, on est vraiment plus sur des sujets croissance, entreprise et confiance dans l'économie américaine ? Ça a forcément un impact dans les prévisions économiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est avec un tel montant d'annonces qu'on est très vite dans des scénarios fiction. On ne sait jamais si ce scénario fiction A ou B va devenir réalité. Bien sûr. Mais ça s'ajoute à cette incertitude. Donc, en tant qu'investisseur, il y a plusieurs solutions. D'abord, garder cet horizon long terme, on le sait. C'est la clé sur les marchés financiers et notamment sur les marchés actions. Bien sûr. Et puis, c'est essayer de chercher de la visibilité là où on en a. Et on peut le faire au niveau des entreprises. On a des entreprises qui, quel que soit l'environnement macroéconomique, quelles que soient les tensions géopolitiques qu'on peut avoir, vont avoir une croissance des bénéfices qui est visible. On pense souvent à la tech. Alors, la tech souffre un petit peu dernièrement et ça aussi, on peut y revenir. Mais il y a également les secteurs classiques, la santé, la consommation, qui offrent de la visibilité aux investisseurs. Et c'est là où l'analyse va revenir un petit peu au niveau de l'entreprise plutôt qu'au niveau des marchés. Et puis, il faut aussi regarder là où l'incertitude est prise en compte dans le niveau des valorisations. D'accord. On l'a vu aux États-Unis, c'est ce que je disais tout à l'heure, des valorisations très élevées et qui montraient un scénario très rose, alors qu'on a des incertitudes qui montent. Alors qu'en Europe ou dans les marchés émergents, le pire, entre guillemets, est quand même en grande partie intégré dans le cours. D'accord. Et donc, ça permet d'investir et d'avoir des opportunités d'investissement où déjà un certain nombre d'incertitudes sont prises en compte dans le cours des actions. La tech, du coup, c'est un cas d'investissement à regarder de près en mars 2025 ou au contraire, on se dit qu'on attend un petit peu de voir comment tout ça va retomber ? C'est la grande question des investisseurs. Depuis l'annonce de DeepSeek, on a une sous-performance ces fameux 7 magnifiques et de la tech dans son ensemble. La question, c'est de savoir si c'est une surréaction des marchés ou si c'est un réel changement des fondamentaux du secteur de la tech. Pour nous, il n'y a pas de réel changement des fondamentaux de la tech. On a un nouveau chapitre de cette révolution de l'intelligence artificielle qui s'ouvre, avec plein de promesses, une démocratisation de l'intelligence artificielle grâce à la baisse des coûts, et donc de multiples opportunités pour les acteurs existants, mais aussi pour des acteurs qui en avaient un petit peu moins bénéficié d'ici là. Mais ce qu'on voit, c'est une réelle fatigue des investisseurs sur la tech. Fatigue parce qu'on a des attentes de bénéfices qui sont élevées, des valorisations qui sont élevées, et un positionnement extrêmement concentré, notamment du particulier aux États-Unis, qui a participé à cet engouement des 7 magnifiques. Et donc, ça, mis au regard que l'exceptionnalisme américain est pour l'instant un petit peu remis en question, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des bénéfices en premier sur la tech. Donc on a une surréaction, ça va forcément ouvrir à des opportunités d'achat d'ici quelques mois. En attendant, il faut être patient, il faut re-rentrer, encore une fois, dans les cas des entreprises, de chacune des entreprises, voir si effectivement il pourrait y avoir des nouveaux perdants qu'on n'avait pas identifiés il y a 6 mois, s'il y a des nouveaux gagnants, et voir si ceux qu'on a en portefeuille sont toujours les bons. L'Europe, surperformance des marchés européens à l'heure actuelle. Je suis investisseur particulier en France. C'est l'Europe qu'il faut regarder à l'heure actuelle. C'est les entreprises que je consomme finalement dans lesquelles il faut investir à l'heure actuelle, sans faire de conseils d'investissement, mais de regarder plutôt la méthodologie d'investissement. Ça fait des années qu'on se dit l'Europe est pas chère, c'est le moment de l'Europe. Et effectivement, que ce soit au niveau politique, géopolitique et aussi boursier, on a enfin ce réveil des Européens. Et ça, c'est vraiment porteur d'espoir. Ça vient sur un fonds où, je le disais, les valorisations étaient beaucoup plus attractives par rapport aux valorisations américaines. On a beaucoup parlé de cet écart historique entre les valorisations américaines et européennes, et donc un montant d'incertitude qui est déjà bien valorisé dans les actions européennes. Parce que qui dit valorisation différente dit niveau d'espoir des investisseurs aussi différent, et là ça veut dire qu'on retrouve de l'espoir sur les valorisations européennes. Et voilà, niveau d'espoir qui était moindre, et donc du coup on a plus de surprises positives. Le fait que les autorités européennes investissent davantage dans la défense, que les élections allemandes offrent l'opportunité de peut-être plus de stimulus budgétaire en Allemagne, sur un fonds de croissance qui n'est pas catastrophique, sachant qu'on ne parle que de récession depuis 2 ans en Allemagne.
on pourrait avoir des bonnes surprises et ça se voit au niveau boursier. Alors, on a eu les valeurs de défense qui ont beaucoup remonté en Europe sur les dernières semaines. Est-ce que c'est une thématique pour 2025 ? Est-ce que c'est en lien effectivement avec des épisodes géopolitiques, mais ça ne doit pas être une thématique sur le long terme ? En tout cas, pour l'instant, c'est le signe qu'il y a des choses qui bougent en Europe. D'accord. Mais on le voit aussi sur beaucoup de valeurs. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on avait une dichotomie énorme entre les États-Unis et l'Europe au niveau des entreprises aussi. Pour des modèles d'affaires semblables, que ce soit Safran et General Electric par exemple. D'accord. C'est des entreprises qui font des moteurs d'avion, qui sont semblables, et on avait une valorisation qui était complètement décotée pour Safran, alors que leurs perspectives sont les mêmes. Et c'est là où on va pouvoir aller chercher des valeurs de qualité en Europe, parce qu'encore une fois, cette incertitude, elle est quand même là. Et donc, quand je disais qu'il faut regarder des valeurs à forte visibilité, c'est aussi le cas pour l'Europe. Malheureusement, si la croissance américaine s'effondre, si on a beaucoup de mauvaises nouvelles, le découplage entre les États-Unis et l'Europe ne va pas pouvoir durer indéfiniment, mais on peut acheter de la qualité à moindre prix et avoir quelques sous-segments de l'économie européenne qui se remettent à briller. On commence à se souvenir qu'on a des multinationales qui fonctionnent bien en Europe, c'est ça, si je comprends bien ? Exactement, voilà. Les valeurs de la défense, on en a parlé. Vous avez parlé de la concurrence de la Chine, notamment sur les valeurs tech, enfin sur les sujets tech. Est-ce que ça veut dire que c'est à réintégrer dans des stratégies d'investissement le sujet chinois, alors qu'on a vu effectivement qu'il y a encore quelques mois, ça créait beaucoup d'incertitudes et beaucoup ne voulaient pas y aller. Est-ce que DeepSeek a changé la donne sur le sujet ? On parlait de la Chine qui n'était plus investissable pendant des mois, et DeepSeek a rappelé que en fait, la Chine continue d'innover et que quand on est très contraint, finalement, ça peut permettre de se réveiller. Sur la Chine, nous allons avoir beaucoup d'annonces. Il y a un congrès du Parti communiste qui s'ouvre. Ce que beaucoup de gens attendent, c'est un stimulus pour le consommateur chinois. La Chine fait face aux tarifs américains et en face, on a un consommateur qui reste très faible. Et donc, on a une croissance économique chinoise qui stagne autour de 5%. Il devrait annoncer au cours de ce congrès à peu près la cible de croissance. On s'attend à 5%, donc ça reste morose. Mais effectivement, les investisseurs se sont réveillés en disant peut-être qu'il y a des choses à faire en Chine. Pour nous, la Chine n'est toujours pas investissable au niveau du marché chinois. D'accord. Mais on va recommencer à trouver des pépites avec des bilans extrêmement sains, une bonne gouvernance, de l'innovation, qui là encore une fois sont décotés et ne reflètent pas l'ensemble du potentiel de l'innovation chinoise et de la consommation chinoise. Merci beaucoup Axel Pinon pour ce tour d'horizon un petit peu des marchés européens, américains, mais aussi chinois, pour comprendre un petit peu les tendances à l'heure actuelle quand on est investisseur particulier ou même gestionnaire de patrimoine. Merci beaucoup Axel Pinon. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes portfolio advisor et membre du comité d'investissement chez Carmignac, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Quelles sont les évolutions qui concernent le LMNP, le statut de loueur meublé non professionnel, depuis la nouvelle loi de finances 2025 ? Voilà le sujet qui nous anime à présent dans l'œil de l'expert, et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé chez LEA Finance. Alors expliquez-nous quelles sont les grandes modifications du statut LMNP, ou en tout cas qui vont avoir un impact sur les bénéficiaires du statut LMNP. Oui, beaucoup de changements pour cette nouvelle année, à commencer par le régime du micro-BIC, qui maintenant ressemble beaucoup plus au régime du micro-foncier, c'est-à-dire que les investisseurs vont voir diminuer l'abattement qui avant était de 50%, qui sera désormais à 30%, et le plafonnement des loyers. Alors, jusqu'à maintenant, on pouvait déclarer des loyers, enfin un chiffre d'affaires plus précisément jusqu'à 77 000 euros. D'accord. Et aujourd'hui, chiffre d'affaires, donc des loyers encaissés. Exactement. Très bien, et aujourd'hui, c'est plafonné à 15 000 euros. Alors, ça se rapproche sensiblement du régime microfoncier. D'accord. Et avant, c'est vrai qu'il y avait une grande distinction entre le régime microfoncier qui était considéré pour la location traditionnelle et le micro-BIC qui était considéré pour la location meublée. D'accord. Et meublé, je le rappelle, en fait, c'est le fait de louer un bien et de mettre à disposition du locataire du mobilier pour se laver, manger et dormir. Ça veut dire que quand on est en micro-BIC, l'abattement est réduit à 30%. Ça veut dire que quand on passe à au-dessus de 30%, on devient un loueur meublé professionnel. C'est ça qu'il faut comprendre ? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, par exemple, on touche 1 000 euros de loyer. Ouais. Voyez, on va avoir un abattement sur ces 1 000 euros de 30%. Bien sûr. Donc on sera fiscalisé uniquement sur 700 euros. D'accord. Là où avant c'était sur 500 euros parce qu'il y avait un abattement de 50%. Absolument. En revanche, là, voilà, si nos loyers dépassent 15 000 euros,
on passe directement au régime réel du BIC. Autre point et autre modification en ce qui concerne le LMNP plus précisément, c'est la réintégration de l'amortissement dans le calcul de la plus-value. Alors expliquez-nous avec des mots simples ce que ça implique concrètement pour ceux qui veulent faire du LMNP. Alors les mots simples sont challengeants pour ce type de dispositif, je ne vous le cache pas, mais en réalité c'est un changement majeur dont on parle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'Assemblée. Ça n'a pas été un sujet facile à délibérer, j'ai l'impression, mais en tout cas ce qui se passe, c'est que quand on est propriétaire d'un bien qu'on loue en meublé, on a la possibilité d'amortir environ 80% de la valeur du bien. D'accord. Et donc cet amortissement, c'est une écriture comptable pure et simple, c'est-à-dire que on a la possibilité de réduire son bénéfice foncier, alors qui est, je le rappelle, les loyers déduits de toutes les charges, c'est-à-dire taxes foncières, charges de copro, intérêts d'emprunt et compagnie. On a un bénéfice foncier et grâce à l'amortissement, donc les 80% de la valeur du bien, on peut réduire ce bénéfice foncier à zéro. Pas être en déficit foncier avec l'amortissement, mais neutraliser la fiscalité sur le bénéfice foncier. D'accord. Donc dit comme ça, c'est plutôt avantageux. C'est plutôt avantageux. Et ce qui se passe maintenant avec cette nouvelle modification, c'est que cet amortissement dont on aura bénéficié sur X années de location, il n'est pas remis en cause. Il n'est pas remis en cause. En revanche, il sera réintégré au calcul de la plus-value. D'accord. Et alors c'est là où effectivement il faut être très clair pour comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avant il n'était pas intégré dans le calcul de la plus-value ? Non. Donc, alors, en réalité, comment est calculée la plus-value ? On prend la valeur d'acquisition nette des frais de notaire sur le prix de revente. Donc ça calcule la base imposable sur la plus-value immobilière. Et donc, la valeur d'amortissement dont on aura bénéficié sur X années sera ajoutée à cette plus-value. Et ce total sera donc fiscalisé. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est le changement majeur. On aura bénéficié de l'amortissement une première fois, mais il sera réintégré effectivement dans le calcul de la plus-value, ce qui fait qu'on payera quand même à la fin, on aura quand même une fiscalité sur la plus-value générée avec l'achat d'un bien qu'on aura mis sous statut, enfin qu'on aura utilisé en faisant du LMNP pour le coup. En quelque sorte, en fait, on vient nous rattraper l'avantage fiscal qu'on a eu au moment de l'investissement. Okay. Sauf que aujourd'hui, si on détient le bien sur plus de 22 ans, on est exonéré d'une première partie de fiscalité sur la plus-value. Et si on détient le bien depuis plus de 30 ans, on est entièrement exonéré. D'accord. Donc il faut le garder longtemps, si je comprends bien. Il faut le garder longtemps. Mais ça, c'était la préconisation de base en termes d'un investissement. Quand on parle d'un investissement immobilier, d'autant plus quand on souscrit à crédit, on a plutôt un horizon long terme, je dirais. Il nous reste peu de temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter le LMNP puisque ça devient moins avantageux qu'il y a quelques mois ? Bonne remarque. Alors voilà, vigilance, ne pas faire de généralité parce qu'on fonce vers l'inconnu. Non, ça veut simplement dire garder le bien plus longtemps. On voit aussi que nous, en faisant nos calculs avec nos partenaires, que cette incidence sur la plus-value grignote que... Alors, c'est peu significatif sur la rentabilité. Ça va entre 0,25 à 0,5% de rentabilité en moins par an. D'accord. Et entre les périodes de 2 ans à 10 ans. Alors avant 2 ans, non, parce que les personnes qui souhaitent faire une pirouette financière en achetant un bien délabré, faisant des travaux et le revendant assez rapidement, on n'a pas beaucoup déduit en amortissement, donc on est très peu impacté. En revanche, de 2 ans à 10 ans, oui, c'est vrai qu'on a un impact, mais impact qui se situe entre 0,25% et 0,5% de la rentabilité par an. Donc ça ne change pas radicalement les raisons pour lesquelles on fait un investissement en LMNP. Alors voilà, tout est relatif, mais c'est vrai que c'est assez peu significatif dit comme ça. Non, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un placement qu'il faut avoir sur le long terme. C'est un placement de conservation pour générer des rentes, mais penser faire une plus-value rapidement, on risque potentiellement d'être déçu. Mais le but, c'est de se construire un patrimoine et ne pas oublier que ces loyers qui sont défiscalisés permettent de rembourser en grande partie le crédit. Bien sûr. Et donc de se construire un patrimoine. Ça, c'est vraiment le sujet à retenir. Et on ne l'a pas évoqué, mais on l'évoque très rapidement. Ce qu'on a dit sur la réintégration de l'amortissement dans la plus-value ne concerne pas les résidences gérées, notamment EHPAD ou résidences étudiantes. Alors, ne concerne pas les résidences gérées uniquement dans les secteurs EHPAD, seniors et étudiants. Merci beaucoup Thaïs Castan de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes associé chez Aléa Finance. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.